Bon, je dis simplement merci à tous et merci à nos speakers. Vous êtes au CNAM, dans un amphi historique, il y a quand même eu Marie Curie, et vous êtes dans l'école du numérique et de l'IA pour la 3e table ronde sur l'IA responsable. Ce soir, un planning passionnant. Nous allons d'abord écouter donc nos speakers autour de différentes questions. Puis, je vous donnerai la parole. Donc, on va les laisser s'exprimer. Vous interviendrez ensuite. On aura peut-être des questions sur la distance, je ne sais pas. Et puis ensuite, on fera une petite synthèse pour vous présenter le programme, le programme des prochaines conférences, puisqu'il y a des conférences sur tous les sujets au CNAM. C'est ça qui est extraordinaire. On peut parler de tout, puisqu'on est dans l'université de tous les savoirs pour tous. Alors, peut-être avant de laisser la parole à nos éminents speakers, je voudrais juste vous donner une information sur un magnifique objet numérique qui a été réalisé ici au sein du CNAM, qui est tout nouveau, tout beau, qui est un jeu sur l'innovation, qui a été créé par le professeur Gilles Garel, la chaire de l'innovation et ses collègues. Et j'aimerais vraiment vous montrer si c'est possible, la petite vidéo d'introduction. C'est gratuit, vous pouvez partager ce magnifique, objet numérique, et c'est pour vous apprendre toute l'histoire de l'innovation, puisque vous savez qu'au CNAM, on a un musée exceptionnel, le plus beau du monde, puisqu'il est unique. C'est le musée de l'objet scientifique, où vous avez le pendule de Foucault, les avions d'Adler. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Et donc ici, le professeur Garel a créé un jeu, c'est un travail de plusieurs années avec toute son équipe. Et l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'est l'innovation, et c'est d'autant plus important à l'heure de l'IA où tout est éphémère, où tout s'accélère, de montrer en fait l'histoire de l'innovation. L'histoire du vélo est une véritable mine d'or pour comprendre les processus de l'innovation sous toutes ses facettes. Innovation technique, innovation managériale, innovation économique, innovation sportive, innovation culturelle. Que diriez-vous de vivre l'aventure des pionniers du vélocipède pour mieux comprendre ces processus d'innovation? Nous vous invitons à jouer au jeu sérieux Rêve de vélo. Vous serez transporté à Paris, à Grenoble, à Roubaix et à Toulouse au tournant des années 1860. Et vous incarnerez 3 personnages. Maurice, l'entrepreneur qui rêve d'innovation, Adèle, la jeune artisane qui rêve de liberté, et Jeannot, l'ingénieur sportif qui rêve de victoire. À travers une bande dessinée interactive ponctuée de bilans pédagogiques, vous allez apprendre à organiser votre activité d'innovation, à comprendre le rôle des prototypes et l'importance de l'expérimentation dans ces processus, et puis à prendre des risques, quitte à échouer, pour mieux rebondir. Vous découvrirez les traits de personnalité des innovateurs. Vous comprendrez les processus de créativité et de gestion des connaissances dans l'innovation. Et vous comprendrez la dimension collective de l'innovation. Je suis Gilles Garel, professeur titulaire de la chaire de gestion d'innovation du CNAM. Je suis Loïc Petit-Girard, professeur des universités en histoire des sciences et des techniques au CNAM. Alors, venez jouer à Rêve de vélo. Inscrivez-vous au MOOC Jouer l'innovation sur PhoneMOOC. On va donner la parole, donc, bien sûr, à nos intervenants pour qu'ils se présentent et surtout qu'ils nous donnent leur définition de l'IA responsable. Alors, peut-être, Roxane, honneur aux femmes, je vous donne peut-être la parole en premier. Bonjour à tous, moi je suis Roxane Had, je dirige un domaine de recherche solutions pour une économie durable chez Orange, dans lequel j'ai créé il y a 5 ans maintenant un programme de recherche qui s'appelle IA responsable. Justement, c'est notre sujet de ce soir. Et puis, je porte le secrétariat du conseil éthique de la data et de l'IA du groupe Orange, dans lequel Cécile est un expert éminent et qui nous accompagne dans cette démarche éthique pour Orange. Voilà, merci, je veux bien. Voilà, la petite définition. Qu'est-ce que c'est en fait pour Orange l'IA responsable? Ça veut dire quoi? Alors, Orange, certains d'entre vous ont entendu parler du CNET. On mène des recherches depuis plus de 50 années à peu près. Les recherches sur l'IA ont commencé
plus d'une décennie, 16-17 ans, on a commencé à avoir de la recherche en IA. Et dès le début, on a commencé à réfléchir aux enjeux éthiques et responsables d'une IA de confiance. Et Orange étant un opérateur de confiance, il est important pour nous de garder l'humain au centre des décisions et de créer une IA qui soit, dès sa conception, une IA responsable, durable et éthique. Alors, ce qui est assez extraordinaire chez Orange, que tout le monde connaît, tout le monde aime, c'est vraiment un opérateur français qui fait partie de nos vies quotidiennes, c'est de voir cette volonté dès le départ d'associer la responsabilité, mais aussi l'homme dans la création des solutions, et d'être toujours, on appelle ça en science human in the loop, c'est-à-dire avoir toujours le point de vue humain par rapport à l'adoption des technologies. Et ça, c'est vraiment un plus. Alors peut-être Axel, qui est aussi donc dans l'entreprise, avant de donner la parole à nos éminents chercheurs. Axel, c'est quoi l'IA responsable et peut-être vous présenter aussi? Eh bien, bonjour à tous, Axel Sipel. Alors pour ma part, je travaille actuellement chez LCL, la banque de détail bien connue, où je m'occupe d'IA, c'est-à-dire des projets d'IA, comment est-ce qu'on les fait naître, comment est-ce qu'on les favorise, comment est-ce qu'on les déploie de manière sensée, intelligente, responsable aussi. Et voilà, et à côté de ça, parce que je m'ennuie un petit peu sinon, vous voyez, je suis auteur et j'écris sur, devinez quoi, l'intelligence artificielle. Ah, merci Cécile. Voilà, donc ça c'est mon deuxième ouvrage déjà, paru relativement récemment, prix Robert Val, décerné en fin 2024, donc un essai de vulgarisation scientifique sur ce sujet. Fin de la page de publicité. Alors, je crois que j'ai eu une question pour moi. Le terme IA responsable, eh bien pour ma part, quitte à être un peu provocateur, j'ai le regret de dire que c'est une locution qui représente un concept flou. Alors déjà, IA, bon, entendons-nous, l'IA, c'est pas un concept flou, on peut même le définir de manière à peu près univoque, à peu près. Plusieurs d'entre nous s'y sont essayés, vous-même, moi, on vient de lire à l'instant, et effectivement les professeurs Saporta et Métis. Je suis sûr que Roxane a de nombreuses publications également sur le sujet, mais la représentation mentale qu'en ont la plupart des personnes, là on y trouve nettement plus d'équivoques. Alors on va considérer que le public du jour est déjà bien au fait, sinon il pourra utilement consulter les ouvrages évoqués. Alors attaquons le mot responsable maintenant, avec une première question. Pourquoi faut-il l'accoler au terme IA ? Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais entendu parler de médecine responsable ou de nucléaire responsable. Faut-il donc considérer que la responsabilité soit une pratique innée ou disons implicite de ces domaines, sous-entendant par là que, en parlant d'IA responsable, on indique que nativement l'IA ne l'est pas ou que la tentation de la pratiquer de manière irresponsable est si présente parmi nos contemporains qu'il faut vite trouver des moyens de responsabiliser ceux qui la déploient ou qui l'utilisent, à moins qu'il soit considéré que la médecine et le génie atomique sont des domaines sérieux qu'on ne peut traiter sans responsabilité, tandis que l'IA... Dès lors, faire de l'IA responsable, c'est être responsable des IA que l'on conçoit et que l'on met à disposition des usages, qu'on met à disposition, pour usage, d'accord, à disposition des personnes, des utilisateurs. Bien. Alors, lorsque OpenAI lance son chatbot bien connu, que je ne citerai pas, doit-on considérer qu'il fait de l'IA responsable ? Une des raisons vraisemblablement alléguées par Google pour n'avoir pas sorti eux-mêmes la bête auparavant était qu'ils avaient un service de moteur de recherche à rendre et qu'il eût été quelque peu perturbant qu'il racontât n'importe quoi. Donc, conclusion, OpenAI sont des irresponsables. Mais pas du tout. On voit juste là que la notion de responsabilité est relative. On est en effet responsable de quelque chose ou envers quelqu'un. La responsabilité envers ses investisseurs ne conduit pas nécessairement aux mêmes décisions que la responsabilité envers les ressources naturelles, pour ne citer que cet exemple, qui permet de se souvenir qu'au-delà des drapeaux plantés et des droits de propriété, l'environnement est le bien commun par excellence. Cette question de relativité,
on peut la développer un petit peu, elle est plus vaste que ça, parce que ce qu'on entend sous le vocable de responsable, c'est aussi une composante morale. Lorsque vous êtes responsable, vous voulez faire le bien vis-à-vis des personnes ou de la chose dont vous êtes responsable, et donc ici, tous les intérêts ne sont pas alignés, sans compter qu'ils dépendent aussi de l'état des connaissances, de la mode. Les préoccupations d'un temps donné ne sont pas celles d'un autre. Alors, quelles sont celles d'une autre? Traditionnellement, on entend par IA responsable des choses qui n'ont en réalité pas grand rapport avec la notion que j'ai décrite. Le respect à la réglementation, donc le RGPD, les AI Act, aussi le fait de se conformer à un corpus de normes et de standards, ISO, AFNOR, ce que vous voulez, le référentiel général pour l'IA frugale, par exemple, ou encore à réfléchir à la souveraineté numérique, au sein de groupes de travail animés des intentions les plus louables. Respecter la loi. Est-ce éthique? Pas nécessairement. On ne trouvera pas grand-chose à redire quant à la constitution de standards, si ce n'est que s'il y a un consensus en faveur d'un axe, d'une direction, celle-ci n'est pas nécessairement responsable. Et quant au groupe de travail, parlerait-on de lobby? Pour ma part, je remplacerais volontiers cette question de responsabilité par la question du savoir. Plutôt que de faire de l'IA responsable, faites de l'IA en conscience, c'est-à-dire en sachant ce que vous faites avec, ce qui signifie avoir conscience des implications, des impacts, si vous voulez, que cela sur les personnes, les organisations, l'environnement, pris dans une acception très large, y compris les considérations écologiques, et j'aurai sans doute l'occasion de développer cela tout à l'heure. Merci Axel pour cette page philosophique, afin maintenant d'arriver à la page plus pratique et la question de fond au professeur Saporta avant qu'il ne se présente. Est-ce qu'il y a un lien entre l'IA responsable et la data? Merci Cécile. Oui, en 2 mots, donc, je suis professeur émérite de statistique appliquée au conservatoire, où j'ai enseigné pendant une trentaine d'années, et j'ai vu des changements fondamentaux dans notre discipline, où de statistiques sur de petits ensembles de données, on est passé à ce qu'on appelait le big data, le machine learning, et quand j'ai commencé au CNAM, l'intelligence artificielle était quelque chose de tout à fait ringard et que plus personne ne voulait faire. Les choses ont bien changé depuis. Donc, je rejoindrai un peu ce qu'a dit Axel Sippel. Pour moi, l'IA responsable, ça ne colle pas. La responsabilité, elle n'est pas du côté de l'IA. L'IA, pour moi, c'est une discipline scientifique et qui ne peut pas être plus responsable qu'une autre. Ce sont les utilisateurs qui sont responsables de ce que l'on peut en faire. Et je prendrai juste 2 petits exemples tout à fait récents pour voir les problèmes de responsabilité que l'on trouve dans les usages de l'IA. Si vous avez peut-être lu dans le journal Le Monde d'hier, qui signalait qu'il y avait des centaines de publicités diffusées sur le réseau social X ces 2 dernières années qui ont utilisé des critères de ciblage fondés sur des opinions politiques, la religion, encore l'identité sexuelle de citoyens français, de manière vraisemblablement illégale. Donc ceci dans un rapport qui a été publié hier. Et puis un autre exemple, toujours dans notre cher pays, d'utilisation un petit peu étrange, on va dire, mais en tout cas maladroite, de l'intelligence artificielle générative, quand le service d'information du gouvernement a sorti 2 vidéos qu'il a rapidement enlevées, tellement il y avait d'erreurs factuelles et de choses assez étranges. Une vidéo sur la libération de Paris présentant donc une femme de synthèse qui ensuite était libérée, défilait dans les rues, et qu'est-ce qu'on voyait parmi les gens qui applaudissaient? On voyait un soldat allemand. Bon, il y en a eu encore une autre sur, pareil, le droit de vote des femmes. Et là, on peut se demander pourquoi utiliser de l'IA générative pour ce genre de sujet, alors qu'il existe des archives absolument extraordinaires dessus, où on peut aussi, tout simplement, demander à un artiste de réaliser un film sur le sujet. Excellent. Excellent, parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser l'IA générative pour tout ?
et comment est-ce qu'on l'utilise en responsabilité. Alors, professeur Emetti, avec le professeur Saporta, vous avez également écrit un livre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter cet ouvrage et nous dire quelle est votre définition d'IA responsable? Alors, Jean-Paul Emetti, j'ai passé 25 ans dans cette magnifique maison comme professeur titulaire de la chaire de marketing du CNAM. Aujourd'hui, j'en suis professeur émérite. Je suis également président de l'Académie des sciences commerciales. Alors, nous avons effectivement commis avec mon collègue un petit ouvrage, un opuscule. C'est la 2e édition. Il date de 2024, la première datée de 2022. L'objectif, c'était de s'adresser à des non-spécialistes. Donc, vous ne trouverez pas de formules statistiques. Vous trouverez une série d'aphorismes. Donc, il est plus philosophique que statistique. Une série de proverbes ou assimilés qui permettent d'appréhender sous un angle non technique l'intelligence artificielle. Bon, au hasard, un des aphorismes, c'est que l'IA n'imite pas plus le raisonnement humain que les avions ne volent en battant des ailes. Voilà. C'est-à-dire que l'IA ne calque pas forcément le mode de raisonnement des humains. On essaie d'arriver au même résultat et même améliorer, notamment en traitant beaucoup plus de données, mais ce sont par des chemins qui ne calquent pas le raisonnement humain. Il y a d'autres aphorismes sur l'apprentissage aussi, où on rappelle que pour déceler ce qu'est un chat, un enfant de 3 ans, au bout de 4-5 fréquentations d'un chat, il sait ce que c'est qu'un chat, et qu'un algorithme d'intelligence artificielle, il lui faut généralement des milliers d'images pour arriver à distinguer le chat. Ça veut dire que dans la tête, ça ne se passe pas tout à fait comme dans un ordinateur. Il y a des tas de paramètres qui font appel au sens, aux différents sens. Il n'y a pas uniquement que le cerveau qui fonctionne. Voilà. Donc, voilà l'objectif de ce modeste ouvrage. Et puis, il y a une série d'exemples concrets également, d'applications dans différents domaines, la médecine entre autres. Et ça se termine par une brève histoire de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle n'est pas un phénomène nouveau. Alors, bien sûr, il y avait déjà la tentative de créer des automates dans l'Antiquité, mais jusqu'à aujourd'hui. Et les premiers travaux réellement sérieux ont commencé au milieu du siècle dernier. Donc tout ça est résumé dans ce petit ouvrage que je vous conseille fortement pour la modique somme de 10 €. Merci beaucoup. Donc, pour cette première question, on va pouvoir synthétiser au moins 3 idées. Première idée, est-ce que c'est l'IA qui est responsable ou est-ce que c'est ceux qui l'utilisent? Et pourquoi on dit IA responsable, on ne dit pas médecine ou autre domaine scientifique responsable. Donc ça veut bien dire que là, il y a un premier sujet, qui est responsable de quoi? Deuxième idée, les entreprises aujourd'hui se positionnent, pour la majeure partie d'entre elles, sur cette posture d'IA responsable. Et elles l'expliquent au regard d'un certain nombre de critères. Ce critère, c'est déjà qu'en fait, c'est jamais celui qui crée l'IA qui est responsable, nous dit la IACT, mais c'est ceux qui l'utilisent, au regard d'un critère qui est celui du risque pour la IACT. Mais pour les organisations, il y a plusieurs critères. Premier critère, c'est qu'en fait, ces outils, ils doivent être explicables, ils doivent être transparents, ils doivent être inclusifs, etc., etc. Et surtout, ils doivent pouvoir faire en sorte que c'est l'homme qui décide en dernier lieu de les utiliser ou pas, de les débrancher, s'il commence à faire n'importe quoi ou pas. Et l'explicabilité, la responsabilité, elle est autour de ces variables. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a la responsabilité de l'IA, mais en fait, elle est déclinée en variables bien précises. Et dans les organisations, ce sont ces variables qui vont être des objets de travail. Troisième idée, c'est vraiment le fait que maintenant qu'on a posé la question de la responsabilité, il est important de voir les cas d'usage. C'est-à-dire que lorsque les organisations vont devoir travailler avec les métiers et vont devoir appliquer des outils d'IA dans leur processus ou dans la vie de tous les jours pour leurs collaborateurs, concrètement, ça se passe comment ?
Et c'est là qu'il y a deux questions essentielles, la question de la data et la question des biais des hallucinations, puisque vous savez que les IA peuvent créer du faux qu'on appelle de l'hallucination. Alors sur ces deux sous-questions, qui sont celles de la data, des biais et des hallucinations, qu'est-ce que vous voulez peut-être rajouter? Quel type d'exemple ou de données vous aimeriez partager avec le public? Roxane. Alors, moi, je voudrais apporter une nuance à ce qui vient de se dire. La nuance, c'est qu'effectivement, responsabilité aujourd'hui est devenue un mot valise où on met un peu tout dedans. Néanmoins, il faut bien l'expliquer. Et je ne suis pas d'accord de dire que c'est uniquement la responsabilité des utilisateurs. Je suis désolée, c'est la responsabilité aussi des développeurs. On va parler des données équilibrées. C'est les développeurs, les créateurs de l'IA qui sont aussi et autant responsables des résultats que ça produit derrière que les utilisateurs. Et à l'inverse, si vous vous souvenez bien, au Conseil éthique, on a toujours Madame Michu au milieu. Et Madame Michu, Madame Michu n'est pas capable c'est pas un spécialiste, elle n'est pas capable d'utiliser une IA de manière responsable. Elle utilise l'IA telle qu'on lui présente l'IA. Elle ne se pose pas la question, est-ce que les données sont équilibrées, est-ce qu'il y a des biais ou pas, est-ce que c'est explicable ou pas. Ce qu'il veut, c'est que l'outil qu'il a devant lui fasse bien ce qu'on lui a dit qu'il ferait. La deuxième nuance, c'est qu'on parle beaucoup d'explicabilité. L'explicabilité encore aujourd'hui, dans le domaine de la recherche. Il est impossible de s'engager sur une explicabilité d'un algorithme. Sur certains, on peut, mais pas sur tous. D'où la notion de la transparence. Et ce qui est important pour Madame Michu, c'est de savoir ce que fait l'IA, ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Et ça, c'est la transparence sur la finalité de ce qu'il ou elle, Madame Michu, elle a devant elle. L'explicabilité, aujourd'hui, personne, et qui que ce soit dise qu'il est capable d'expliquer pourquoi il y a eu cette décision, et encore avec des milliards de données, des algorithmes, deep learning, etc., c'est impossible, et c'est un domaine de recherche que je mène en particulier aussi. Donc ça, c'est vraiment les nuances qu'il faut apporter dans la manière dont on présente les choses. Je reviens sur la responsabilité. Pour nous, c'est aussi les enjeux éthiques. Je vous donne des exemples. Même l'éthique ne veut pas dire la même chose en Europe, même parmi les pays d'Europe. Vous avez parlé de morale, de culture, que dans les autres pays. Je vous donne un exemple. Parmi nos grandes valeurs à tous, c'est la vie privée. Orange, je ne sais pas si vous le savez, on est présent dans 27 pays, dont notamment beaucoup en Afrique. Eh bien, en Afrique, la vie privée ne se comprend pas de la même manière qu'en France et en Europe en général. En Afrique, une personne qui va payer chez son commerçant favori, il donne sa carte bleue et il donne son code, ce qui est pour nous inimaginable, c'est pas possible. C'est vraiment une violation de la vie privée et de la confidentialité de ces données. Pourquoi il fait ça? En partie parce qu'il a tout simplement confiance à son commerçant favori et que pour lui, c'est pas du tout une violation de sa vie privée, c'est l'usage, c'est la tradition, c'est comme ça que ça se fait. Et deuxièmement, en partie, numériquement, il pourrait être analphabète numériquement, c'est-à-dire la carte bleue, ils ne savent pas l'utiliser, et puis de toute façon, comme ils ont confiance, il n'y a pas de problème, ils le donnent. Le deuxième exemple que je voudrais apporter, c'est la notion de biais non-discrimination. Non-discrimination, pour nous tous, c'est très compréhensible comme concept, il n'y a pas de débat philosophique dessus, mais nous, on est présent en Inde. En Inde, une de nos principes dans nos chartes éthiques, c'est la non-discrimination et l'équité. Eh bien, en Inde, quand on a commencé à décliner la charte, ils nous ont dit « vous ne nous parlez pas de non-discrimination ». Parce que non-discrimination met à défaut notre système social de valeurs qui est basé sur les castes. Donc, vous ne pouvez pas nous parler, enfin, Orange,
vous ne pouvez pas nous parler de non-discrimination. Et c'est important de le souligner que même les notions les plus bateaux pour nous aujourd'hui, comme le mot responsable ou comme le mot non-discrimination, etc., eh bien, charge à nous, Orange, par exemple, les entreprises, et même dans l'humanité, dans la société, d'essayer de faire passer ces messages, et d'ailleurs dans nos systèmes, de manière à ce que on ne heurte pas la morale, même si on n'est pas d'accord. Il faut faire en sorte que la non-discrimination, par exemple, soit dans nos applications, sans que ça heurte la morale, sinon ça ne va pas être adopté par le pays. Vous avez posé la question sur les biais. Sur les biais et les données. Moi, je ne crois pas, et les recherches ont montré qu'il est impossible aujourd'hui, et d'ailleurs avec les milliards de données aujourd'hui qu'on manipule, autant avant on avait des petits ensembles de données, aujourd'hui avec les milliards de données, impossible de se dire que je vais avoir un jeu de données non biaisé, complètement équilibré, c'est pas possible. Donc l'IA derrière, c'est la responsabilité du développeur, mais aussi de l'utilisateur, il va produire forcément les stéréotypes que nous, on a en nous, il va le reproduire. Il va le reproduire. Par contre, notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte de mettre les verrous nécessaires et les contrôles nécessaires pour que ces biais soient corrigés, ou en tout cas mitigués, ou diminués en matière de risque, en matière de conséquences. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas, comme les avions ne volent pas en battant des ailes, il est important d'être conscient. Nous-mêmes, on a tous des stéréotypes. Et ces stéréotypes, au jour le jour, on le reproduit, on l'apprend à nos enfants, etc. Et bien, l'IA, l'IA, il apprend de nos données que nous-mêmes, on a produit et de ses biais. Comme tous les process, d'ailleurs, séquentiels, il y a toujours des points de contrôle tout au long du développement et de l'utilisation pour vérifier que ces données ne sont pas biaisées. Merci beaucoup, et c'est tout à fait vrai, c'est important d'engager le débat et il faut absolument continuer. Alors Axel, on continue sur le débat, sur les controverses, sur les opinions différentes. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme exemple sur les biais, les hallucinations et sur tous ces sujets de data ? Alors, je le fais en une passe, ou on sépare d'abord les datas. Comme vous voulez, tant que c'est rapide. Tant que c'est rapide, ça ne le sera pas. Alors, l'important, on va commencer par le commencement, déjà, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, et avant de parler des biais et des hallucinations, on va parler des datas, ça semble plus intéressant. Il faut considérer, une petite métaphore que j'ai préparée pour vous, l'informatique comme une sorte d'organisme ouvert, qui reçoit un flux de data et qui en renvoie. Et cette image va nous aider à identifier où se situent les points sensibles dans cette forme de respiration. Comme vous le savez sans doute, il n'y a pas d'IA sans data, doublement, puisque l'IA actuelle, celle du machine learning, de l'apprentissage automatique, est indissociablement liée à la base d'apprentissage qui forme son modèle. Et une fois que vous avez ce modèle, vous l'utilisez sur de nouvelles datas, sinon ça ne servait à rien d'en construire un. Donc on se situe ici pendant la phase de build, mais aussi au niveau de la phase de run, désolé pour les anglicismes, d'inférence si vous préférez, du côté de l'absorption de data, de l'aspiration, de l'inspiration, si je veux filer ma métaphore respiratoire, donc data par l'IA. Bien. Êtes-vous au clair avec les data en entrée? Comment les avez-vous collectées? Avez-vous le droit de les utiliser? Ce sont peut-être des données à caractère personnel, voire des données sensibles au sens du RGPD, et c'est là qu'on retrouve la loi. Est-ce que la respecter fait de vous quelqu'un de responsable? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne fera pas de vous quelqu'un de coupable devant le système judiciaire, et c'est déjà ça. La manière dont a été construite la base d'apprentissage, et ça vient d'être rappelé, s'avère aussi fondamentale. D'autant plus que dans les outils d'IA générative, vous avez déversé dans la base des textes éventuellement mal écrits, des contenus inappropriés, violents, pornographiques, faux, faisant l'apologie du pire de ce dont l'humanité est capable. Et alors, si vous avez mis ça dans votre base d'apprentissage, il ne faudra pas s'étonner que ces modèles probabilistes vous ressortent des textes qui y ressemblent. Alors que l'on se rassure, la manière dont ils ont été fabriqués est connue.
à peu près l'entièreté du web a été déversée dans ces outils et il y a eu un filtrage de ces datas effectué dans des pays à bas coût de main-d'œuvre pour épargner nos sensibilités, mais pas les leurs. Est-ce de l'IA responsable? Maintenant, que se passe-t-il du côté de l'expiration, c'est-à-dire des données que vous faites sortir de votre IA ou de votre système d'information de manière plus générale? Eh bien, c'est la question de l'utilisation de ces modèles. Et là aussi, ça a été évoqué à l'instant. Si vous êtes certain, mais comment l'être avec ces outils probabilistes, de la pertinence des résultats produits par l'IA, eh alors vous allez effectuer des actions, que ce soit des automatisations de processus, très classiques en entreprise, ou des prises de décision, très classiques en entreprise, éventuellement sur des personnes, donc des clients, pour les banques par exemple, des patients, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine, des gens qui ne vous avaient rien demandé pour les autres. Et ben voilà de l'IA responsable. Vous portez la responsabilité de l'usage que vous faites avec les algorithmes d'IA que vous avez achetés ou conçus, c'est-à-dire avec les données qu'ils produisent. Pour terminer sur une note plus légère, cette seule séquence sur la data, alors plus légère quoique. Quand vous envoyez vos données en inférence à un LLM, donc ces fameux Large Language Model, noyau technique des ChatGPT et consorts, soyez responsable des données que vous fournissez. On ne sait jamais. Un jour, elles pourraient être réutilisées contre vous. Donc pas de données stratégiques, pas de données confidentielles, peut-être utiliser du chiffrage en transit. Merci, merci, merci. Alors, professeur Saporta, du concret, de l'exemple, de l'usage. Concrètement, donc, les datas, les hallucinations, les biais. Qu'est-ce qu'on fait pour les repérer et qu'est-ce qui est important? Bon, alors, oui, tout d'abord, une des choses qui me frappe actuellement, c'est avec l'IA générative. Bon, on a été habitué pendant quelques années à avoir des modèles qu'on peut qualifier d'opaques, puisqu'ils reposaient sur des formules extrêmement complexes, un nombre de paramètres absolument colossal, plusieurs milliards de paramètres. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ce sont les données elles-mêmes qui sont utilisées sont opaques. Donc on a une double opacité qui est quand même assez gênante du point de vue à la fois donc, des méthodes et des données. Donc l'explicabilité, vous avez raison, c'est encore un sujet de recherche. On a des outils pour ça, mais ça ne résout pas tout le problème. La transparence, elle est effectivement indispensable. Elle est revendiquée d'ailleurs par l'IA Act de l'Union européenne. Et elle concerne, bon, je nuance effectivement mon propos tout à l'heure, pas seulement les utilisateurs, mais aussi les fournisseurs de systèmes. Puisque les fournisseurs de systèmes d'IA sont responsables ensuite de l'utilisation qui sera faite en aval par d'autres entreprises, d'autres industriels qui vont les utiliser. Alors, sur les hallucinations, les défauts, etc., donc il y a un point dont on n'a pas encore parlé, qui est que, sur la qualité des données, il y a une qualité que l'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle la robustesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des petites variations dans les données d'apprentissage puissent provoquer de grosses variations dans les résultats des modèles que l'on applique. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des chercheurs qui ont montré il y a quelques années que si, dans les problèmes de reconnaissance d'image, on modifie par-ci, par-là, juste un pixel dans une image, le résultat de la classification peut être complètement différent. Donc c'était une histoire où on transformait, on devait reconnaître des gibbons et je ne sais plus quelle autre espèce, mais donc on pouvait très bien, rien qu'en manipulant, alors qu'il y avait quand même, au départ, ça avait été entraîné avec des milliers de données, il suffisait, dans une image de pas très bonne qualité, il faut bien le dire, on changeait un pixel et tout le résultat changeait. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, mais pour lequel il faut se prémunir. Donc là, pour moi, la grande histoire, c'est qu'il faut toujours vérifier. Et ça, on ne le fait pas suffisamment, on ne le dit pas assez. Et donc, quand on dit comment se prémunir contre les hallucinations, donc les hallucinations qui consistent à, effectivement, demander à ChatGPT ou un autre, un renseignement précis, la question d'ailleurs est qu'il y a une confusion entre moteur de recherche et IA générative. Une IA générative n'est pas un moteur de recherche.
L'IA générative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de répondre de façon la plus probable à une question que vous lui avez posée. Elle y répond donc en langage naturel, si c'est un prompt, comme on dit en langage naturel, ou s'il s'agit de construire une vidéo. Mais si vous reposez la même question donc un petit peu plus tard, vous aurez forcément une réponse différente. Et si vous n'êtes pas content de la réponse, alors vous pouvez essayer de vous amuser comme ça, dire à ChatGPT, ChatGPT, tu t'es trompé. Il te répondra poliment, ah oui, je me suis trompé. Oui, mais si c'était pas trompé et que vous lui dites qu'il s'est trompé, à ce moment-là, il va aussi changer sa réponse. Et cette fois-ci, il va donner une réponse fausse. Donc c'est assez compliqué. Finalement, il faut bien vérifier tout. Et là, on est dans, effectivement, aussi la responsabilité. Il faut apprendre à se servir de ces outils qui ont des caractéristiques extraordinaires, parce que pour l'instant, on parle beaucoup, c'est normal, des défauts, des écueils, mais il faut bien penser que ces outils sont des outils d'amélioration extraordinaire de la productivité. D'ailleurs, les étudiants l'ont bien compris, maintenant, les devoirs faits à la maison sont tous faits avec ChatGPT. Et donc, maintenant, il se pose un problème qui est comment évaluer donc, des devoirs faits à la maison. Bon, ça, c'est l'ancien prof qui parle. Donc, la réponse, il y en a une, c'est plus de devoirs à la maison que des examens oraux. Oui, ça, c'est une autre histoire. Merci pour l'ouverture. Alors, professeur Emetti, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Alors, je rajoutais que, en fait, il y a un de nos aphorismes qui s'intitule « La nature est infinie et l'IA est finie ». Je m'explique. Lorsque vous voulez étudier un phénomène, avant que l'IA existe, il y avait des méthodes sociologiques où on recueillait des informations. Bon. Mais il y a toujours un choix humain dans les informations que vous recueillez et que vous analysez. Si je m'intéresse à la criminalité aux États-Unis, et si je mets comme variable la couleur de personnes qui sont en prison, voilà, le quartier où ils habitent, mais j'oublie et j'en déduis que y a plus de criminels chez les gens de couleur que chez les gens blancs. Et donc là, ça conduit à des raisonnements racistes. Maintenant, si j'avais introduit d'autres variables, le niveau d'études, les ressources, j'arriverais peut-être à d'autres conclusions sur la causalité du niveau social et non pas la causalité de la couleur. Donc c'est un problème qui est bien connu des statisticiens bien avant que l'IA existe, c'est la notion de causalité qui n'est pas confondre avec la notion de corrélation. Et donc c'est un réflexe qu'il faut avoir. Et là aussi, on rejoint la notion de formation minimale, c'est-à-dire que pour bien maîtriser tous ces outils d'intelligence artificielle, dans la mesure où les statistiques jouent un grand rôle, il faut avoir une culture minimale de statistiques, niveau terminal, mais que la plupart des gens oublient, et puis ça se met à ce moment-là à fantasmer, si on essaie de comprendre, au lieu de raisonner. Autre exemple aussi qui est bien connu des statisticiens, c'est que si vous voulez connaître l'opinion d'une assemblée, l'opinion d'un pays sur un homme politique ou sur une question, une décision à prendre en matière de retraite ou autre, si vous vous contentez de ramasser des centaines de milliers de messages sur des réseaux sociaux, vous pouvez en faire une synthèse facilement. Mais cette synthèse n'aura pas une grande valeur statistique dans la mesure où vous n'aurez fait la synthèse que des gens qui ont bien voulu s'exprimer sur les réseaux sociaux, ce qui ne représente qu'une partie des individus. Et les sondeurs, ça a été mon métier pendant plusieurs années, les sondeurs savent bien qu'un échantillon bien construit de 2000 personnes vaut mieux que ramasser des informations n'importe comment par milliers et par centaines de milliers. Donc voilà, simplement, j'attire l'attention sur l'importance de la formation, alors sans former aux réseaux neuronaux, etc., mais un certain nombre de principes de base en statistique, en raisonnement mathématique, qui évitent d'être trop inquiets ou de dire des bêtises sur l'intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais rajouter. Super intéressant. Alors peut-être une dernière question un peu hyper provocatrice pour le dernier round avant de vous donner la parole. Je suis Madame Michu et je mélange un peu tout.
Et donc, je me dis, IA responsable, mais comment ces IA qui consomment autant d'énergie sont-elles responsables? Comment je peux œuvrer en responsabilité en choisissant si j'utilise un moteur de recherche ou une IA générative? Comment, en fait, une IA qui n'a pas été entraînée sur mon langage peut-elle comprendre ce que je dis? Vous voyez, Madame Michu, elle se pose vraiment des questions terre à terre. Elle se pose des questions qui sont des questions, j'allais dire, des bistrots, mais comme il y en a de moins en moins, je ne sais plus où on les met, mais peut-être sur les réseaux. Mais en tout cas, on se les pose, ces questions. Et donc, j'aimerais vous poser une dernière question. Demain, si on doit éduquer, former, et on doit proposer en responsabilité un petit kit des idées essentielles, des bons gestes du sauveteur, c'est-à-dire de celui qui va utiliser l'IA en responsabilité, mais en étant en même temps très empreint de tous les grands sujets qui aujourd'hui concernent le monde, la société, la planète, etc. Les 3-4 gestes ou questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est quand est-ce que j'utilise l'IA générative? Pourquoi j'utilise l'IA générative? Comment j'utilise l'IA générative? Qu'est-ce que je dois choisir, sélectionner? C'est quoi mes 3 questions essentielles pour agir en tant que collaborateur ou en tant que personne privée et être dans cette optique d'IA responsable? Alors je sais que ce n'est pas une question facile, que c'est une question pas sympa, mais je suis sûre que vous avez des idées à partager ou peut-être des exemples. Comment on peut éduquer concrètement Madame Michu à avoir une attitude, une pensée IA compatible et en même temps Team Care? Allez, Axel, rapide. Chère Madame Michu, achetez mon dernier livre. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Achetez les deux. Alors, moi, je vais répondre avec un tropisme quand même entreprise. Désolé. C'est bien. Voilà, merci. Alors, faire de l'IA responsable, je l'ai évoqué un petit peu dans mon introduction, c'est la faire en conscience. Et ça signifie 2 choses. Premièrement, en avoir conscience, c'est-à-dire savoir ce que l'on fait avec et s'être interrogé au sujet des conséquences de son usage pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour votre personnel en interne, puisque je disais que je prenais un tropisme entreprise. Et alors je vous épargne la question de la légalité qui ne coûte rien, puisqu'on attend quand même des grandes entreprises, telles Orange, telles LCL évidemment, qu'elles respectent la loi. Deuxièmement, comme avoir conscience de ce que l'on fait, ça ne suffit pas pour prétendre le faire de manière responsable. Il est attendu que les actions et décisions prises, donc l'impact de l'IA, j'en parlais tout à l'heure, soient alignés avec des valeurs morales ou éthiques, si vous voulez. Et c'est pour ça que d'ailleurs on évoque souvent les chartes d'éthique dans les entreprises, parce qu'il faut bien un document dans lequel les valeurs morales de votre organisation sont décrites, écrites et partagées. Alors, pour la suite, on supposera que vous êtes doté de valeurs morales partagées par une large communauté d'êtres humains. Voilà. Alors, vous parliez de 3 questions. Alors, 3 questions, c'est pas assez. Mais quand même, il y a peu de questions à se poser pour savoir si votre IA est responsable. C'est-à-dire si vous la faites, si vous la concevez de manière responsable. Alors, comme on n'a pas trop le temps, je vous les donne en bouquet, ça fera mon bouquet final. Pour quelles tâches utilise-t-on de l'IA? Est-ce pertinent ou est-on en train de céder à une mode poussée chez vous par des entreprises qui aimeraient bien s'y installer durablement? La question de la pertinence, c'est-à-dire de l'adéquation entre l'outil utilisé, donc ici l'IA, que ce soit IA générative, et l'objectif, c'est-à-dire en entreprise le besoin métier, cette question est centrale. Alors, on peut se poser aussi cette question suivante, y a-t-il un accord raisonnable entre la finalité et les moyens mis en jeu pour y parvenir? Et alors ça tire naturellement, c'est pour ça que je disais que 3 questions, c'est pas assez, ça tire beaucoup d'autres questions, telles que les conséquences pour l'entreprise, la dépendance à des fournisseurs tiers, donc qui nous renvoie au sujet de la souveraineté, qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, mais aussi celle de la recevabilité, de devoir mobiliser tant de moyens
alors qu'il s'agit de mesurer, parce que sinon, comment savoir? Tant de données, on en a parlé tout à l'heure. La performance, c'est-à-dire la capacité de votre IA à répondre de manière très, très satisfaisante à votre besoin métier. Est-ce qu'elle est présente au regard des moyens qui ont été mis en œuvre? Est-ce qu'il est intéressant de consommer des ressources de calcul, coûteuses financièrement, et coûteuses aussi en ressources énergétiques, pour améliorer cette performance? Et l'améliorer dans quelle proportion? L'usage systématique des moteurs à IA générative en vaut-il la chandelle en remplacement d'une requête sur un moteur de recherche classique? La préservation de l'environnement, désolé de poser cette question, pèse-t-elle devant ChatGPT? À quoi sert, par exemple, d'afficher l'équivalent en CO2 émis pour chaque requête à de la génération de texte produit par un outil mis à disposition de vos collaborateurs, comme je l'ai vu faire ailleurs, alors même que se diffuse l'injonction d'utiliser ces outils censément plus performants que ceux qui les manipulent? Améliore-t-on le bien-être des personnes et la qualité de l'air avec des injonctions paradoxales? Enfin, je terminerai par là, et je dirais même surtout, quels sont les impacts humains de l'usage de l'IA sur le travail, sur les droits des personnes? Alors oui, il faut continuer de former, y compris Madame Michu, comme il a été dit à l'instant. Bon, les ouvrages y contribuent et les tables rondes comme celle-ci également, je crois. Merci Axel, quand vous voulez pour une thèse. Alors, professeur Emetti et Saporta, je voudrais finir par Roxane. Qu'est-ce que vous voulez partager sur ce sujet? Oui, j'imagine que Mme Michu est en entreprise. Oui. Et le problème qui se pose à toutes les entreprises aujourd'hui, alors il y a des statistiques qui disent il y a, je ne sais pas, 40% des PME, enfin bref, tout le monde s'y met et c'est obligatoire. Alors, je pense que les conseils à donner à Mme Michu, au moins, enfin, conseils ou point de vigilance de Mme Michu qui voit cette intelligence artificielle envahir son entreprise. Alors, il y a d'abord la façon dont l'entreprise prépare les esprits à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise a passé suffisamment de temps pour démystifier un certain nombre de concepts liés à l'IA et démontrer aux salariés l'intérêt pour l'entreprise et pour chacun d'utiliser l'IA sur des exemples concrets. Voilà, donc la notion de préparation, est-elle responsable, est-elle bien faite? Ensuite, vous avez le démarrage des applications, comme on dit, et là, parce que finalement, quand on transforme une entreprise par l'IA, et puis autrefois c'était par le numérique, l'informatique, c'est toujours les mêmes considérations sur la conduite du changement. Que ce soit, donc aujourd'hui c'est l'IA, demain ça sera peut-être la transmission de pensée, mais les humains sont tels qu'il faut utiliser le même type de technique, c'est-à-dire que notamment préparer, puis ensuite procéder par essai-erreur, donc avoir un petit nombre d'expériences pilotes avant de se lancer dans des millions d'euros d'investissement, d'expériences pilotes qui ont été décidées de façon participative et dont on va juger les résultats, le retour sur investissement, en faisant partager en toute transparence les résultats. Et enfin, en supposant qu'on ait défini une politique d'IA, suivre la notion, là encore, de responsabilité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise pense au personnel dont les métiers vont disparaître ou être radicalement transformés? Comment accompagne-t-on ces gens-là? Comment accompagne-t-on leur changement, voire même leur départ de l'entreprise? Et puis en matière environnementale, RSE, sociétal, je viens d'en parler, RSE, le E comme environnement, eh bien, est-ce que on va utiliser des données extrêmement volumineuses avec des algorithmes extrêmement puissants qui vont consommer une grande quantité d'énergie, ou est-ce qu'on va se contenter d'une IA qu'on qualifiera de frugale? Voilà ce que je peux dire. Merci. Professeur Saporta. Mon cher collègue. Oui, là vous avez traité de Madame Michu dans l'entreprise. Bon, moi je vais reprendre un peu la question de Cécile. C'est Madame Michu, consommatrice, peut-elle avoir confiance dans l'IA? Je pense qu'on ne peut pas séparer cette question de peut-on avoir confiance dans toutes les informations donc, que l'on reçoit. Donc, à l'heure actuelle, on s'aperçoit que en tout cas c'est encore plus vrai chez les jeunes ne s'informent plus
en lisant donc la presse, en écoutant le journal télévisé, mais par des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, on ne trouve pas toujours des fausses qui sont vraies. On trouve des informations, en sont-elles d'ailleurs des informations, mais on trouve surtout des moyens pour capter l'attention donc des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent y rester le plus longtemps possible et consommer de la publicité. Donc je pense que l'éducation donc à l'IA ne doit pas être séparée de tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle en anglais le fact-checking. Donc avoir donc un regard critique sur le flux d'informations, mais information c'est ennuyeux parce que en matière scientifique, l'information, là on a plutôt de la désinformation. En matière scientifique, l'information ça se mesure, ça se calcule. Après on passe de l'information à la connaissance, mais ça c'est une autre paire de manches. Mais je crois que on est dans un mouvement qui est un mouvement assez général et donc l'IA générative fait partie de ce mouvement dans lequel on a de plus en plus, on est environné de flux de données, les données qui sont produites, et il ne faut pas oublier que parmi toutes les données qui sont produites, certaines peuvent être produites par des acteurs malveillants. Et ne nommerai aucun pays, bien sûr, mais on sait très bien qu'il y a eu des tentatives, et qu'il y en a toujours, de diffuser des fausses informations, de polluer donc les bases de données en mettant des centaines, des milliers de fois des fausses nouvelles, ce qui fait qu'à la fin, comme les algorithmes de type LLM fonctionnent de manière probabiliste, quand ils ont vu beaucoup d'exemples de fausses, ou de fausses manifestement fausses, forcément, à un moment donné, ils vont ressortir comme réponse à une requête, quelque chose qui va être faux parce qu'on a poussé le système à répondre de manière fausse. Donc il faut effectivement être en veille sans arrêt, donc avoir l'esprit critique donc, sur l'environnement et les façons dont on s'informe. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole à Roxane pour terminer. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a quand même quelque chose qui va mener l'humanité, qu'il a toujours mené, qui va le mener, c'est de garder son sens critique et le bon sens, et puis réfléchir surtout. On parlait d'hallucinations. Bien sûr, il y a des hallucinations dans les réponses des LLM, mais bon, il faut garder son sens critique. Après, pour Madame Michu, qui est Madame Tout-le-Monde, on ne peut pas lui demander de comprendre l'IA et de savoir même d'ailleurs qu'il utilise l'IA. Je me suis rendu compte il y a 3 jours que mon WhatsApp avait un LLM dessus qui m'écoutait et des fois qui m'écrivait des choses. Et en fait, personne ne m'a prévenu, c'était pas marqué dans les... j'ai pas reçu de message particulier en disant à partir de maintenant, tu as un petit rond sur ton WhatsApp qui t'écoute, etc. Moi, je me suis rendu compte, mais ma mère de 86 ans, c'est même pas la peine. Hein. Elle ne saura même pas qu'il y a de l'IA derrière et ce qu'on en fait. Donc, c'est facile de mettre toutes les responsabilités auprès des utilisateurs. Et je fais le pendant chez les salariés. Les salariés, pour beaucoup, ils sont au courant qu'ils ont un système ou un outil qu'ils utilisent derrière l'IA, mais quelle marge de manœuvre ils ont pour l'utiliser différemment ou, ils peuvent avoir le sens critique, bien sûr, mais de ne pas l'utiliser, ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est toutes les discussions qu'on a ensemble au Conseil éthique, puisque, en fait, ces questions-là, c'est ni noir ni blanc, c'est toujours la plupart du temps dans la zone grise. Et c'est là où il y a besoin de réflexion, donc on ne peut pas demander à un salarié ou à Madame Michu d'aller plus loin qu'un peu de sens critique, ni d'ailleurs à nos jeunes, et d'avoir du bon sens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La responsabilité est plutôt pour ceux qui le produisent. Moi je suis plus
je trouve que la responsabilité est vraiment dans la main de ceux qui le produisent ou ceux qui le mettent à disposition de nos salariés si on est dans une entreprise. Bien sûr, il faut faire une gestion de changement. Il faut accompagner les salariés, il faut accompagner les métiers. Il y a alors, pas forcément des métiers qui vont disparaître dans l'immédiat, mais plutôt des tâches qui vont disparaître. On s'en souvient, pour certains, dans les années 2000, quand l'ordinateur est arrivé sur les tables, eh bien, le machine à taper, il a disparu. Les choses ont changé, on a travaillé autrement. Mais il faut accompagner ce changement. Et puis ensuite, si on a le choix, si les salariés ou le management a le choix, il faut mettre des systèmes de vérification, de gouvernance, de prise de décision en conscience, pour que justement ces outils soient le plus, moi je dis plus, de confiance pour tout le monde et qu'ils puissent utiliser. Et puis le problème, si on vient aux enjeux environnementaux, la première chose à faire, c'est de pouvoir mesurer l'impact qu'il y a. Et là, on rentre encore dans quelque chose qui reste encore dans le domaine de la recherche. Après, on pourrait se dire, ou de standardisation d'ailleurs, on pourrait se dire, bon, j'imagine que ChatGPT a dû avaler des milliards de données, donc ça a demandé à stocker les données, de les entraîner, etc. Donc forcément, par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus frugal, il consomme plus et donc l'impact environnemental est plus grand. Mais combien plus grand ? ChatGPT le publie bien sûr, mais Madame Michu, elle ne peut pas le décider. Mais par contre, ce qu'elle peut décider si elle a le choix, c'est d'utiliser, on a dit, le bon outil pour le bon usage. C'est-à-dire, s'il y a juste besoin de chercher une information, il n'y a pas besoin d'aller utiliser un LLM ou ChatGPT. Après, on a l'impression que c'est notre copain. Donc forcément, on a plus tendance à aller vers ChatGPT puisqu'on lui parle en langage naturel. Donc vraiment, ce qui est important, c'est hiérarchiser les choses et de mettre en tout cas pour l'entreprise, de mettre en place une gouvernance qui va vérifier qu'à chaque étape, ces questions-là sont posées. Il n'y a jamais on se rencontre en toute humilité, tel que je l'ai décrit tout à l'heure sur 2 des principes éthiques, que les choses ne sont jamais, enfin rarement noir ou blanc. Et donc, c'est vraiment comment... et on est souvent, d'ailleurs, vous vous souvenez, on parlait de la ligne de crête. On est souvent sur la ligne de crête, c'est-à-dire c'est vraiment tellement ténu la décision qu'il faut se poser la question finalement jusqu'où on veut aller, l'entreprise, jusqu'où il veut aller, et quel est, malgré en restant éthique ou en restant responsable, est-ce qu'il est prêt à prendre cette décision de faire quelque chose qui est éventuellement à son avantage et qui penche plutôt vers le côté noir ou côté blanc. Mais ça, c'est là où la gouvernance dans une entreprise ou même dans une société gouvernementale, vous parliez des vidéos qui ont été publiées qui n'étaient pas claires, c'est vraiment, il faut avoir ce contrôle et il faut accompagner les Madame Michu salariés entreprises pour produire des choses qui restent peut-être dans la zone grise, mais plutôt vers le blanc que vers le noir. Et puis nos jeunes, ils sont élevés avec ça. Même s'ils vont... si vous parliez des chaînes d'information et des journaux, même les chaînes d'information et les journaux, et je ne donnerai pas de nom, pour certains, si vous êtes dessus, vous êtes plutôt dans la zone grise foncée que grise plutôt claire. Donc voilà, nos jeunes aussi doivent apprendre à avoir ce sens critique et du bon sens. Et puis l'IA... Il ne faut pas oublier que ça reste quand même une formidable opportunité pour nous tous pour accélérer des choses qui n'ont probablement pas forcément intérêt à faire tous les jours et nous apporter quelques facilités dans la vie, mais tout en restant raisonnablement éthique et raisonnablement sur les enjeux environnementaux, bien sûr. Merci beaucoup. Je propose que la salle pose des questions. La parole est à vous, alors on va faire passer le micro peut-être. Ça traite de la responsabilité vis-à-vis de soi-même. Moi, j'utilise l'IA pour un problème de santé.
Je souffre d'une maladie métabolique assez courante, enfin, comme beaucoup de Français. Et donc, j'ai pu avoir une consultation chez un nutritionniste. Et ensuite, j'ai utilisé l'IA. Je dois dire que la réponse de l'IA est nettement meilleure que celle du nutritionniste. Et elle a été gratuite, alors que la consultation du nutritionniste m'a coûté 60 €. Donc maintenant, je suis très satisfait, parce que comme je connais très bien ma maladie, pour avoir lu tout ce qu'on peut lire sur l'Internet, je suis très satisfait de la réponse et j'ai tout le sens critique qu'il faut. Et comme il y a un consensus médical français et international sur comment on soigne la maladie dont je souffre, je dis que la réponse que m'a fournie l'IA était excellente. Donc, par contre, alors je me pose la question... j'ai parlé de responsabilité vis-à-vis de soi-même. Moi, j'ai fourni des données de, bon, ça c'est pas trop grave, de taille, d'âge, de poids. J'ai aussi fourni des données de marqueurs sanguins. Donc, sinon, on ne peut pas avoir une bonne réponse. Hein. Bon, donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut me retrouver? Est-ce qu'un jour, on peut m'opposer? Par exemple, si j'ai un accident de voiture, monsieur, vous êtes alcoolique au dernier degré. Bon, c'est pas la réponse, ça ne fait pas partie de marqueur sanguin, je précise. Mais vous l'avez dit un jour, je veux dire, est-ce qu'un assureur peut me dire, monsieur, vous ne serez pas remboursé? Et la justice pourrait même, je pourrais être condamné pénalement. Alors, est-ce que dans les milliards de données qui sont fournies, est-ce qu'on peut me retrouver, moi? Alors, vous savez que le professeur Saporta, le temps qu'il allume le micro, est exceptionnellement connu internationalement, puisque c'est... Si, on peut dire, professeur en statistique, alors, il se trouve que j'ai travaillé avec un collègue du CNAM, Michel Berras, sur les problèmes de rupture de confidentialité de données anonymisées. Et donc, ce qui a pu être prouvé, c'est qu'on peut toujours retrouver quelqu'un en y mettant suffisamment d'efforts, en croisant des variables, on peut arriver à réidentifier des individus dans des fichiers prétendus anonymes. Et donc, il y a même eu pas une norme, mais quelque chose, un document AFNOR à destination des assureurs pour qu'ils puissent calculer le risque de réidentification d'un individu dans un fichier anonymisé. Alors, donc ça c'est une réponse, on peut dire, technique. Alors, par contre, donc, la solution, c'est la loi. Donc, c'est uniquement par la crainte de la loi que l'on pourra empêcher ce genre de choses. Mais sinon, techniquement, c'est possible. Alors, heureusement, bien sûr, en Europe, on a le RGPD, on a la CNIL. Alors, mais ça, c'est pas vrai partout. Je vais peut-être compléter, si vous me permettez, bonjour, la réponse. En fait, si vous avez utilisé GPT, dans les paramètres, vous regardez, il y a un sujet sur la confidentialité, et il y a un onglet sur la mémorisation. Cet onglet, en fait, permet de décider si vous souhaitez que vos données, toutes vos requêtes, puissent être au bénéfice donc, de l'éditeur, ou si vous souhaitez que ce soit fermé. Et donc, voilà. Et donc, si vous mettez donc vous mettez le off, vous préservez vos données. Oui, si vous permettez, c'est vrai que ChatGPT a ce type de système, mais ça ne garantit pas que d'autres acteurs malveillants puissent piquer vos données lorsque vous les introduisez sur ChatGPT. Hein, ça, c'est l'enfance de l'art pour certains pirates. Donc, il y a les systèmes de garantie, entre guillemets, des grands acteurs de l'IA, mais il y a aussi tous les cyberpirates qui ne manquent pas d'imagination. Exact. Et je rajouterais, votre question, enfin la réponse que je ferai à votre question m'évoque un chercheur que j'ai revu il y a 2 jours, qui s'appelle David Chaval-Arias, et qui travaille au CNRS, entre autres, me semble-t-il. Et dans son ouvrage Toxic Data, qui a été publié il y a quelques années, il avait cette formule marquante. Alors, je ne me rappelle plus par cœur, mais en substance, c'était ça. Il disait, quand vous êtes sur Internet, vous êtes comme sur une plage de nudistes. Vous êtes chez eux. D'accord ?
Donc, et je trouve que c'est assez marquant, parce que déjà la formulation est assez amusante, mais il faut bien voir que la numérisation du monde fait que vous laissez des traces Internet, vous laissez des données. Alors effectivement, vous pouvez éventuellement faire confiance au verrouillage contractuel que vous propose tel ou tel éditeur, mais enfin bon, le professeur Emetti vient de parler en plus des hackers, du piratage et tout ça, mais considérez par défaut que tout ce que vous avez laissé n'est plus à vous, et, comme je l'ai dit même tout à l'heure, peut être réutilisé contre vous. Il ne faut pas devenir paranoïaque non plus, il faut juste en avoir conscience. Oui, je voudrais aussi quelque chose de ce que tu viens de dire, c'est que par exemple vos prompts sur un logiciel, enfin un système du genre ChatGPT, vos prompts vont être stockés et analysés, et avec ces prompts, on va pouvoir, je ne dis pas vous reconnaître, mais au moins savoir sur quoi vous travaillez. Bon, quand c'est un individu, c'est pas très grave. Quand c'est une entreprise, c'est un peu plus sérieux. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux travailler, faire fonctionner ces systèmes sur les données de l'entreprise plutôt que ça fonctionne en interne, plutôt que d'utiliser ce qui est fait pour tout le monde. Oui, il y avait une madame qui posait une question depuis tout à l'heure, qui avait une priorité. Elle était la première à poser. Non, mais justement, mais elle a levé la main plusieurs fois. Oui, bonjour. C'est un peu dans la continuité. Moi, je suis dans une banque d'investissement, mais avant, j'ai fait un doctorat en gestion de données incertaines, justement. Donc, je baigne dedans depuis une quinzaine d'années. J'utilise ça beaucoup en bas niveau dans mon travail. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est pas une question d'intelligence, mais plus une question de capacité, clairement, parce que l'être humain, il est limité par sa biologie. Par contre, ces machines-là sont des machines qui font maintenant plusieurs trillions d'opérations par seconde. Donc, et ça va qu'augmenter. Et dans tout ce qui est histoire de, par exemple, diagnostic précis, ça va tellement devenir précis, et même dans tout ce qui est secteur bancaire aussi, on va tellement pouvoir modéliser des choses automatiquement. Et je suis dans le trading électronique à haute fréquence, etc. Donc, on voit très bien l'intérêt d'aller toujours plus vite, avec plus de précision et gestion de plein de paramètres, donc des équations très complexes. Donc avec ces modèles-là, on va tellement être précis qu'on arrivera à un genre de presque fatalité. Les gens vont peut-être croire que c'est absolument plus intelligent qu'un humain. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut challenger? Parce que ça aussi, c'est un narratif et c'est une grande question aussi de démocratie pour notre société, je trouve. Voilà. Alors, je vous rassure, hein, c'est quand même pas aussi noir. L'humain, heureusement qu'il est doté d'un cerveau qui n'est pas reproductible pour l'instant, même si tout le monde souhaite le penser. Et si on parle de médecine, effectivement, pour les généralités, l'IA a des bonnes performances, notamment d'ailleurs tout ce qui est radiologie. Mais par contre, quand vous allez je suis d'une famille de médecins, quand vous allez dans la médecine interne, par exemple, moi j'ai un père qui était diabétologue et qui disait, tu prends les deux mêmes malades, même tout pareil, même poids, même âge et tout ça. Tous les deux ont le diabète. Il y en a un, il a 4 grammes de sucre dans le sang, il marche comme vous et moi, il fait la fête, et il y en a un autre qui est dans le coma. Et il disait, c'est comme une recette de cuisine. Vous mettez la même recette devant 2 personnes, le goût, il n'est pas pareil. Voilà, l'humain a l'avantage d'avoir cet instinct-là que la machine... D'ailleurs, aujourd'hui, une des recherches que nous, on mène, c'est dans la partie cognitive de l'IA. Ce qu'on appelle l'IA symbolique, on n'y est pas encore. Donc, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais bien sûr qu'on va aller dans de plus en plus de décisions, ça reste quand même probabiliste. Et tant que ça reste probabiliste et pas déterministe, avoir son sens critique, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les modèles sont beaucoup plus sophistiqués quand même que les modèles pluralistes, qu'on est capable d'implémenter nous-mêmes. Donc ça va plus s'accélérer. Oui, ça va s'accélérer, mais ce n'est pas pour demain encore. Oui, déjà l'Europe n'arrive pas à trouver une bonne définition de l'IA. Donc, aller jusqu'aux agents et puis le cognitif, on a un peu de temps encore. Alors, monsieur, il y a une question. Oui.
Bonsoir, Richard BVA. J'ai une question sur l'usage et le cas d'usage en particulier médical de l'IA, puisqu'on en a parlé, l'IA vient remplacer la relation patient-médecin, voire on parle de support en santé mentale, on parle de toutes sortes de relations qui ont un impact sur celui qui l'utilise et qui remplace parfois un professionnel. Où se situe la responsabilité s'il y a un problème ? Ça, c'est la grande question. C'est comme moi, je travaille sur les voitures autonomes. Tout le monde dit une voiture autonome, s'il doit écraser quelqu'un, quelle décision il prend? Alors, il y en a qui disent, j'ai vu hier d'ailleurs dans une autre conférence auquel je participais, il y a plein de sondages qui ont été faits. Il y en a qui disent, en Chine par exemple, ils disent qu'il faut protéger les plus âgés. En Europe, Occident, on dit plutôt les plus jeunes, la femme enceinte, la poussette, etc. En fait, la vraie bonne réponse, c'est sauver le plus grand nombre. Vous, quel que soit son âge d'ailleurs, vous, quand vous êtes derrière votre voiture, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Non, elle est enceinte, en fait, non, c'est celui-là que je vais écraser. Vous y allez, vous essayez déjà, vous sauvez vous. Donc sur la médecine, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la responsabilité... Alors, ce qui est vraiment encadré, c'est vraiment l'éthique de la médecine, c'est-à-dire avant même qu'on commence à réglementer l'éthique, l'IA en général, il y a des conseils éthiques bioéthiques et éthiques qui existent et qui abordent aussi tous ces sujets-là. Et la responsabilité, en fait, il faut que l'IA soit toujours une aide à la décision et pas uniquement une finalité. Si l'IA décide pour vous, le médecin, il n'est plus responsable, puisque vous êtes face à l'IA comme monsieur, il vous a donné la réponse, vous l'avez acceptée, c'est vous le responsable. Ou l'IA est responsable, enfin peu importe, mais le médecin, il est là. Et le danger, par contre, il est là, c'est de trop faire confiance aux résultats de l'IA. Et ça, c'est un danger qu'on a aussi avec le ChatGPT, qui peut pas vous manipuler. Disons que ça devient votre copain, et puis vous êtes sûr qu'il dit toujours bon, parce que les réponses qu'il vous donne, ça vous plaît. Mais ça, heureusement que d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toutes ces commissions-là pour justement valider, homologuer ces systèmes à base d'IA en médecine. La médecine, c'est le plus encadré du monde. En santé mentale, il y a des adolescents qui cherchent conseil et parfois peuvent être mal conseillés par l'IA. C'est vrai, et nous, on a aussi, vous avez l'impression que je fais beaucoup de recherches, mais c'est vrai, on a des études aussi sur l'impact de la techno en général, des outils technologiques, parce que c'est pareil, les adolescents, sur justement la santé mentale, mais ça existait même avant l'IA. Je veux dire, c'est vraiment, vous faites manipuler par un copain, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc l'IA, bon, bien sûr. Dernière question. Si elle est courte, on a le droit de peut-être... Si celle-ci est courte, on aura peut-être... Vous avez dit tout à l'heure que les gens se plaisaient à croire qu'on pouvait modéliser le cerveau humain. L'intelligence artificielle, il y a tout un vocable qui associe l'humain avec cette technologie, jusqu'à faire oublier que c'est une technologie. On parle d'hallucination, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt, que ce soit de ceux qui font les technologies ou d'autres personnes, à nous faire croire, à assimiler cette technologie à quelque chose de l'ordre de l'humain? Alors, déjà, je partage tout à fait votre constat. Il y a un vocabulaire florissant, anthropomorphique autour de l'intelligence artificielle. Déjà, quand on parle de réseau de neurones, ça ne date pas d'hier, hein, mais voilà. Et je pense, vous tendez une perche, hein, mais je pense en effet qu'il y a un intérêt de la part de ces grandes sociétés, en particulier qui proposent ces modèles génératifs, ces compagnons, ses copains, si c'est ChatGPT avec qui vous discutez depuis longtemps, avec qui, déjà, est très difficile aussi, quand on en parle, il faudrait mettre des guillemets partout. Bon. Mais je pense en effet que cette confusion est
est poussée, est vraiment réfléchie par ces acteurs. Moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est je suis en train de lire une prépublication, là, avec de très grands chercheurs en intelligence artificielle, et ils sont à fond là-dedans. C'est hyper anthropomorphe, et ils se plaisent à se raconter des histoires, et donc à les raconter, puisque c'est une prépublication, aux autres. Et je me pose exactement cette question. Je me suis dit, mais quel est leur intérêt? Il y en a un, c'est évident. Eh bien, je pense, en effet, c'est puisque ces technologies LLM ont un peu déverrouillé le langage, hein, on a l'impression que la machine comprend et elle répond correctement. Bon, eh bien, ça permet des utilisations très démocratisées. Hein. Le boom de ChatGPT, c'était exactement ça. Si vous aviez une technologie qui ne permettait pas de faire ça, qui ne donnait pas cette illusion, ça n'aurait jamais marché comme ça. Voilà. Alors, dernière question. C'est bon? Oui, vous m'entendez? Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, avec ma collègue Cécile Dejon, on a fait une belle expérience aujourd'hui sur l'IA responsable. C'est qu'on a passé notre journée à faire des soutenances de mémoire de master RH et donc toute la journée, bien sûr, on les a accompagnés durant ce mémoire-là et on leur a posé des questions et on avait un doute sur une des candidates puisque au vu des questions qu'on posait, elle n'avait pas l'impression de connaître son mémoire. Et je dis à ma collègue Cécile, tu sais quoi, on va tout mettre sur le logiciel anti-plagiat et je suis sûre qu'elle a plagié et tout. Donc on met le mémoire de la jeune étudiante et là on voit 98%. J'ai dit, tu vois, elle a plagié, c'est pas possible, je m'en doutais, ses travaux me disaient quelque chose. Et Cécile, comme elle est très pragmatique, et puis elle me dit, écoute, on va prendre tous les mémoires, on va tous les mettre. Tous les mémoires de la journée, c'est-à-dire que même ceux qui, nous, toutes les deux, on sait très bien que les jeunes filles n'avaient pas plagié parce qu'elles maîtrisaient complètement leur sujet, on a tout mis et on était à 96-98%. Elle me dit, tu te rends compte, je gère un master, ils ont tous triché. Je dis, non, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Donc elle me dit, tu sais quoi, on va mettre nos propres articles. C'est nous qui les avons écrits, on va les mettre dedans, on va vérifier. Et là, 98%. Donc, voilà. Donc, c'est là qu'on voit que quand on parle d'IA responsable, oui, je suis complètement d'accord avec vous. L'IA est une technologie, la responsabilité est celui qui l'utilise. Nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, notre responsabilité est certes d'utiliser un outil pour vérifier si nos étudiants respectent l'éthique, la rigueur, mais c'est surtout, nous, notre esprit critique, la spécificité de notre métier et d'avoir ce libre arbitre et de se dire, ben non, l'IA peut se tromper. Donc là, on avait vraiment la preuve ce matin, donc on en rigole, mais voilà. Du coup, elle a eu, elle n'a pas eu. On est en train de discuter, là on est aussi, là on est bien humain. Compilation. Compilation. Bien, donc on va devoir terminer. Alors j'aimerais faire deux choses, une petite synthèse et vous donner des informations. Une petite synthèse hyper rapide. Moi, je retiens 3 idées. La première, c'est qu'on est en France, on parle d'IA responsable et c'est merveilleux, c'est magique. Je reviens de Singapour et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un sujet, l'IA responsable, qui est traité là-bas. Là-bas, ils sont déjà dans la transformation. Ils se posent la question quelles sont en fait les compétences à donner à nos enfants, à nos étudiants et comment en fait innover avec l'IA et comment gagner et transformer et embaucher avec l'IA. Donc c'est très intéressant, première idée, de voir qu'en fait, on se pose des questions, mais sachez que c'est des questions quand même très focus Europe, et que dans le monde, il y a plein de pays qui ne se posent pas les questions de la même façon. Donc ça, c'est un prisme quand même important à voir. Le deuxième point, c'est qu'il faut voir qu'il y a plein de nouvelles technologies qui font des IA qu'on appelle avec du small data, avec moins de quantité de données, qui sont moins énergivores, qui sont peut-être beaucoup plus précises et qui ne font pas tout, comme ces grands LLM autres. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une volonté de prendre en compte la question énergétique dans les nouveaux modèles. Et je pense qu'il faut souligner ce point, parce que l'IA, c'est quand même, dans beaucoup de domaines, dans la médecine, un vrai progrès, et ça va nous changer la vie, et il ne faut pas la bloquer et être contre, il faut au contraire y aller, mais comme le dit Axel, en conscience, et Roxane, en responsabilité, et bien sûr avec des bonnes datas, et toujours en se posant des bonnes questions, comme dit professeur Améti. Et peut-être la dernière chose, c'est que vous savez que c'est très important pour moi d'avoir toujours cet équilibre entre développer des compétences pour être IA compatible. Et hier,
je tournais le prochain MOOC sur l'IA qui justement va donner le cadre sur qu'est-ce qu'on doit savoir quand on est débutant, quand on est un professionnel, quand on est un expert. Et pour chacun de ces niveaux, il y a deux choses qui me semblent essentielles. Avoir ces compétences d'IA et on les définit, on les explique et on les met en pratique. Et surtout, sa complémentarité, c'est développer son care. Et son care, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son équipe, prendre soin de la planète, Septile et Planète Care. Et c'est essentiel parce que l'IA est tellement exceptionnelle qu'elle peut être addictive et qu'en tant qu'être humain, il faut revenir à ce qui fait sens pour qu'on continue à réfléchir, à créer, à innover, à rester employable, et c'est développer son care. Donc maintenant, dans la partie information, alors je vais monter, est-ce que je peux, voilà. On a vu le jeu, vous savez qu'il y a le MOOC gratuit, qui va se terminer donc en septembre. Donc cet été, si vous voulez bien vous cultiver sur la plage, vous avez le MOOC gratuit avec énormément d'entreprises qui participent, qui témoignent, dont Orange et bien d'autres. Et vous avez, c'était l'occasion de faire tous les ouvrages, l'ouvrage, et un ouvrage qui n'est pas ici, mais que je viens de sortir il y a 2 jours, qui s'appelle Manager avec l'IA générative, qui est un tout petit ouvrage et qui est pour les managers, comment utiliser l'IA générative quand on est manager. Vous avez au CNAM, dans l'école de l'IA, un certificat, une micro-certification qui est très concrète, qui n'a rien à voir avec le MOOC et qui vous permet d'avoir un badge et donc d'être reconnu sur les réseaux sociaux et d'avoir donc 100% une formation 100% à distance. Il y a énormément de personnes qui l'ont faite cette année et elle est ouverte jusqu'à aussi fin septembre. Voilà. En tout cas, on voulait vous remercier pour votre présence, votre attention. Je voudrais remercier toute l'équipe du CNAM France. Oui, j'ai un petit mot. Moi, un dernier petit mot, je vais faire très vite. Oui. D'abord, c'était la dernière conférence de la saison ce soir et donc je voulais remercier à la fois tous les intervenants qui sont venus tout au long de l'année, tous les référents comme Cécile ce soir. Cécile était parfaite en termes de timing, donc un spécial merci. Merci aussi au public d'être venu. Je vous fais un tout petit teasing sur l'année prochaine. On continue sur les jeudis du CNAM. On aura à nouveau des conférences liées aux écoles de la transition. On aura également quelques conférences en partenariat avec le Collège de France. Donc continuez de nous suivre sur les réseaux, sur le site, sur Eventbrite pour vous inscrire aux formations. Et vous pourrez retrouver l'ensemble des conférences qui ont lieu cette année et qui ont été captées par mes collègues de la communication sur le site du CNAM. Voilà, merci beaucoup.